Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, alors que je suis tranquillement en train de me réveiller, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Et oui, j'espère que vous avez pu retrouver vos proches et vous partager de beaux petits cadeaux. Le mien en cette vidéo sera de vous parler de ce qui est probablement ma comédie romantique préférée, l'un de mes films de Noël favoris, sorti en 2003 et disponible depuis peu sur Netflix d'ailleurs. Tiens, si vous voulez vous plonger ou vous y replonger dedans, Love Actually, long métrage britannique de Richard Curtis, son premier travail derrière la caméra, lui qui a scénarisé énormément d'œuvres, dont 4 mariages et un enterrement, et avec un casting incroyable, puisqu'il s'agit d'une œuvre chorale. On y retrouve Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, bref, Bill Nighy, Martin Freeman, et là aussi Liam Neeson, et j'en passe et j'en oublie, mais vous inquiétez pas, je vais revenir un petit peu sur les différentes histoires que constitue ce film, avec une vidéo un pro ciné critique certes, mais peut-être un peu différente des autres, quoique, on verra, parce que je vais détailler peut-être plus qu'à l'habitude, du moins en solo. Quelle est l'histoire de ce Love Actually? Pour faire simple, alors là c'est très vague, plusieurs pastilles avec différents personnages entre Royaume-Uni à 90%, mais aussi États-Unis, il y a des Américains aussi quelque part dans le métrage, et pour cause, voilà, qui vont nous partager à l'écran ainsi leur quotidien fait d'amour et de doute, amour familial, marital, parfois des rencontres fortuites ou autres tromperies, etc., etc., ou nouvelles chances, tout ceci enrobé de cette magie de Noël, puisque le film se déroule sur 5 semaines environ, avant donc la date fatidique sur laquelle nous tombons aujourd'hui. Et donc, ils vont plus ou moins se croiser, plus certains que d'autres d'ailleurs, de façon plus ou moins subtile, pendant plus de 2 heures, et c'est génial, tout simplement. C'est un film, alors c'est pas exactement le genre de métrage que j'apprécie à la base, bon, les comédies romantiques, ça peut passer, quand même. 4 mariages et un enterrement, par exemple, qui est peut-être la première dont je me souviens, est magnifique, j'en parlerai un jour. Et justement, là, on y retrouve le même, on va dire, monsieur derrière, qui se fait quelques références à lui-même, on va y revenir. Il y a aussi Hugh Grant, donc, grand acteur. Et ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on arrive à s'attacher à peu près à tout le monde. Et c'est vraiment un exploit, parce que, je sais pas, il doit y avoir une petite dizaine d'histoires différentes, même si des fois ça se croise, parce qu'il y a des gens qui se connaissent, que ce soit au boulot, ou au niveau amical ou familial, mais c'est quand même des trucs séparés qui arrivent à se réunir dans une sorte d'univers, là où, pour beaucoup, on aurait pu s'y casser les dents, vous voyez ce que je veux dire? Là où ça aurait super bien fonctionné en série, parce que c'est quand même un film qui est dans ce format-là, mais qui quand même en 2h15, arrive à nous impliquer dans le destin de chacun, et ça, c'est très fort. On rigole plus d'une fois dans ce film, on pleure aussi, alors c'est un peu niais par moments, mais alors ça touche ma corde sensible, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, histoire par histoire. Oui, je vais faire voilà, je vais dérouler chaque histoire, mais d'abord, avant, restons dans le global. Ce qui est fort dans ce film, bon, donc c'est le côté fluide des choses, avec une BO génialissime, vous avez les Beach Boys, vous avez, alors évidemment la reprise de Wet Wet Wet, là, Love is All Around, qui est chantée par le rocker du film, là, extraordinaire, et c'est drôle parce que cette chanson était déjà dans la BO de 4 mariages et un enterrement, comme si Richard Curtis se faisait un petit univers à lui. Et il y a le montage, que je trouve splendide, parce que on arrive à passer donc d'une petite scénette à l'autre de façon presque naturelle, parfois grâce justement à la musique qui permet des transitions entre les scènes, parfois entre certains personnages et tout, et on y voit que du feu, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, voilà, c'est sur l'écriture aussi que je veux saluer la qualité de ce métrage, parce que, comme je le disais, ça aurait très bien pu foirer, vraiment, mais là ça passe comme une lettre à la poste, tout simplement. Et puis les performances d'acteurs extraordinaires, je crois que là ils se sont tous donnés à fond, Hugh Grant, Bill Nighy, voilà, en particulier, Emma Thompson très touchante aussi. Mais justement, pour mieux expliquer ce que j'aime dans ce film, j'ai passé en fait histoire par histoire, et oui, je fais rarement ça en impro ciné critique, mais ce film, à mon avis, le mérite, et il y a un petit timecode en description pour, voilà, si vous voulez, un petit peu défiler chaque scénette. On va commencer, je vais suivre Wikipédia et l'ordre qu'ils ont établi, par l'histoire entre Billy et Joe, le rocker Billy, joué par Bill Nighy, donc Billy Mack, qui est une ancienne star sur le déclin, qui essaie de revenir avec un tube un peu putassier pour, voilà.
et son manager Joe, qui vont connaître une relation particulière très touchante vers la fin. Voilà, je révèle pas grand chose, mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est donc le côté, mais alors, irrévérencieux de Billy Mack, qui va se faire quelques petites interventions à la télé, à la radio, pas politiquement correct du tout, avec sa franchise légendaire. C'est une sorte de dandy à la Elvis britannique, c'est un super mélange de personnages, l'acteur y est génialissime, et voilà, c'est peut-être l'un de mes personnages préférés, tout simplement quand il chante et tout, enfin bon, voilà, j'en dis pas plus. Et donc Joe aussi, qui est joué par Gregor Fisher, qui est marquant dans cette amitié, et en même temps, voilà, c'est l'employé de son patron, enfin, voilà, j'en dis pas plus, parce qu'après sinon je vais trop révéler certaines choses. Voilà, donc, première histoire, très rock'n'roll, mais dans le côté déviant des choses, j'adore le côté cynique, très humour britannique, hein, du personnage de Billy Mack. Ensuite, on a, alors, ce triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un, entre d'un côté Juliet, jouée par Keira Knightley, et Peter, interprété par Chiwetel Ejiofor, qui se marient au début du film, on voit. Et puis il y a le meilleur ami de Peter, qui est Mark, qui est joué par Andrew Lincoln, qui est quand même Rick Grimes dans la série de Walking Dead, qui est amoureux en fait de la femme de son meilleur pote, mais qui essaye de l'ignorer en faisant semblant de ne pas être du tout amical avec, sauf que voilà, il va se passer des choses. Et puis, cette histoire qui n'est pas forcément la plus extraordinaire du film, va quand même donner l'une des meilleures scènes de celui-ci. C'est le fameux, voilà, je sonne à ta porte et je te dis la vérité à Noël, avec des panneaux en silence, en faisant croire que c'est une chorale qui chante dehors. Voilà, si vous avez vu le film, et même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez peut-être déjà cette scène où il défile des panneaux en lui déclarant son amour. Et très touchant. Alors, Andrew Lincoln, dans ce film, surjoue parfois un peu, quand même, à certains moments, notamment sa réaction quand elle découvre qu'il l'a filmé et tout, en mode voyeur, parce que, voilà, c'est un petit peu malaisant. Et, et derrière, bon, bref, oui. Mais c'est quand même une petite... voilà, il y a cette scène magnifique, et puis... c'est terrible quand même, cette histoire, terrible, terrible. Ensuite, alors là, magnifique aussi, le jeu de langage, c'est Lost in Translation, en même temps, parce qu'il est sorti en 2003, Lost in Translation aussi, de Sofia Coppola, l'histoire d'amour interlangue entre Jamie, auteur britannique interprété par Colin Firth, extraordinaire, hein, vous avez pu voir dans le journal de Bridget Jones, Hugh Grant aussi d'ailleurs, et Aurelia, une portugaise qui vit d'ailleurs, je crois que c'est à Marseille, hein, enfin dans le sud de la France. Et du coup, les deux vont tomber amoureux, alors que lui, il part justement, voilà, il se fait tromper par sa femme, et il part à écrire tranquille dans sa maison de campagne, et il va tomber donc sur cette dame qui vient, cette jeune fille qui vient l'aider, voilà, à la maison, une sorte de femme de ménage si vous voulez, et amour incroyable entre la portugaise et le britannique, qui ne parlent pas la même langue, et voilà, ils se parlent, ils se comprennent pas, mais en fait, au-delà du langage, l'amour est une langue universelle, voilà, etc. Très très belle histoire. Il est prêt à tout plaquer pour elle après, et ouais, c'est quand même, voilà, Colin Firth, quoi. Et puis, très très bonne actrice aussi, très belle d'ailleurs, Aurelia, interprétée par une actrice portugaise, hein, Lucia Muniz, bon bref, je parle pas portugais, bon, c'est un nom plus hispanique que portugais d'ailleurs ça. Voilà, donc, très belle histoire aussi, puis bon. Quel acteur britannique aussi, hein, Colin Firth, voilà. Et après, alors, il y a aussi cet angle avec Harry et Karen, Harry qui est donc joué par Alan Rickman, le grand, le regretté, avec son flegme ici, chef d'entreprise et tout, et Karen qui est plus femme au foyer et tout, et vieux couple, comme ça, qui a du mal à retrouver la passion, et du coup Harry va voir ailleurs avec l'une de ses secrétaires, Mia, qui est une actrice allemande, je crois d'ailleurs, dans le film, et qui va le séduire, et il va tromper sa femme, grosso modo. Et on va voir donc un couple sur une déchéance, c'est terrible, tout en préparant un spectacle de Noël avec les enfants, ouais, parce que ça va être la réunion, à un moment, il y a un spectacle dans une école qui va réunir pas mal de personnages vers la fin du film. Oui, c'est Noël. Et voilà, terrible Emma Thompson, la femme qui est ignorée par son mari ou délaissée par son mari, qui perd confiance en elle à cause de ça, déchirante. Performance d'actrice très forte aussi, puis c'est une grande actrice, hein, Emma Thompson. Voilà, et puis Alan Rickman, voilà, qui est presque dans un rôle à contre-emploi ici, même s'il a souvent joué les méchants, entre guillemets, dans sa carrière, vous voyez. Ah, c'est très très bel angle dans ce film. Ensuite, on a alors, David et Natalie. Ça, c'est peut-être ce que je préfère aussi dans le film. C'est le Premier ministre, David, donc joué par Hugh Grant, jeune Premier ministre, populaire et tout, qui arrive au pouvoir, et qui a un côté un peu décalé, vous voyez. C'est un peu le Macron britannique, qui dit les choses un petit peu différemment d'avant, hein, c'est pas l'ancienne génération de politique, enfin,
je compare à Macron, mais c'est pas quand même le même genre d'homme politique non plus. Et à un moment, il va tomber amoureux d'une de ses secrétaires aussi, hein, Nathalie, qui est une jeune fille qui a un bagou particulier. C'est qu'elle aussi, elle dit ce qu'elle pense. D'ailleurs, dans ce film, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les codes de langage britanniques, justement, côté nouvelle génération. Et elle dit beaucoup de gros mots et tout, et ça va il va être séduit par elle, et sa vie va changer, il va danser. Il y a vraiment une scène incroyable sur une chanson des Pointer Sisters, où il danse dans les escaliers et tout. Et cette histoire, on sent que ça va finir en amourette, et c'est un petit peu le côté Cinderella Story aussi du métrage, une fille d'un bas quartier qui va peut-être se mettre avec le Premier ministre, voilà, les classes qui s'associent, qui s'aliment au-delà des différences, et voilà. Et puis avec l'enjeu un enjeu international, hein, avec le président américain qui débarque, qui est joué par Billy Bob Thornton, quel casting quand même, qui va faire des trucs avec la secrétaire, ce qui va presque créer un incident diplomatique, juste parce qu'il est amoureux d'elle, peut-être. Ah, c'est beau. Ensuite, nous avons le père de famille, Liam Neeson, alors qui n'est pas le père de famille. Liam Neeson est un homme veuf qui vient de perdre son épouse, donc, et qui va élever maintenant seul le fils de celle-ci, donc son beau-fils, qui s'appelle Sam, qui a 12 ans, et qui est amoureux d'une fille à son école. Il en souffre plus que la perte de sa mère, limite. Particulier. Et le beau-père va tout faire pour aider son fils à conquérir cette jeune fille américaine, beaucoup d'américains, hein, comme ça dans le métrage, ça s'appelle Johanna, et il va lui donner des conseils, et ça va être le beau-père magique et tout, cette scène où ils regardent Titanic ensemble, c'est tellement touchant, le personnage de Liam Neeson est déchirant aussi, rarement vu Liam Neeson dans un tel registre, comme quoi il ne fait pas que des films d'action à la Taken, hein, quand on veut. Pique, parce qu'il y a eu The Good Criminal sorti cette année, voilà, on en a parlé avec Nico Ciné, mais bon, hein, Et donc voilà, très 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 belle relation entre le beau-fils et son beau-père, et voilà, quoi, rien de plus à dire, quoi, parce que après, j'en dirai trop, mais... Et d'ailleurs, la sœur de ce monsieur, c'est le personnage Emma Thompson, comme quoi, vous voyez les liens comme ça, qui elle, est... Non, pas la... Si, c'est ça, oui. Non, la sœur, je sais plus, bon bref, je sais plus, oui, c'est ça, bon bref, non, c'est la sœur, bon bref, Emma Thompson qui est la sœur du Premier ministre aussi, je n'ai pas capté qu'il y avait peut-être un lien, non, je sais pas, bon bref, Emma Thompson, son personnage est lié au Premier ministre et à ce personnage-là, voilà, je sais plus exactement les liens, bon bref, et après, voilà, passons, alors après, voilà, il y a des histoires un peu moins passionnantes, peut-être Sarah et Carl, Sarah qui travaille donc dans l'entreprise du personnage de Alan Rickman, et elle est amoureuse depuis plus de 2 ans, je ne sais pas combien, d'un autre employé qui s'appelle Carl, et elle n'ose pas, elle est timide, elle n'ose pas, parce qu'elle a un frère handicapé, tout ça, voilà, elle doit s'occuper de lui avant tout, et à un moment, peut-être qu'ils vont enfin être amoureux, mais quel est le choix ici cornélien entre se dédier sa vie à son frère ou à cet amour impossible pour elle, parce qu'elle ne peut pas imaginer avoir une relation sérieuse si à son frère, elle doit s'occuper de son frère. Voilà, bon, après, le problème de cette histoire, c'est qu'en soi elle est touchante et tout, mais elle n'a pas de véritable conclusion, elle en a une, mais assez évasive, donc voilà, c'est peut-être l'un des petits bémols du film. Un petit peu à l'image de Colin et Terry, alors surtout Colin, qui est ce jeune Britannique qui veut aller aux États-Unis, pour y vivre la grande aventure du sexe, parce que stéréotype, toutes les Américaines sont merveilleuses, formidables, sexy et couchent facilement. Ah, c'est pas un film très féministe en soi, mais attention, c'est un film qui joue sur les stéréotypes aussi, parce que les Britanniques pensent peut-être ça des Américaines, mais du coup, en arrivant aux États-Unis, le jeune Colin va avoir, en effet, il va rentrer dans un restaurant lambda, il va tomber sur 3 filles sexy, jouées par des vraies actrices sexy qui ont joué dans les American Pie et tout. Hein. C'est improbable, c'est comme quoi, voilà, c'est l'autodérision totale, peut-être un côté second degré sur les clichés britanniques envers les Américains. Après, oui, ça fait un peu fille facile, hein, quand même, sur le passage, donc, ouais, c'est pas... Mais bon, c'est de l'humour, c'est totalement... exagéré volontairement, etc. Et enfin, cette histoire qui est très secondaire aussi, avec le personnage de Martin Freeman, et donc qui s'appelle Jack, et Judy, qui se rencontrent en tant que doubleurs pour des films érotiques porno, intimes, dans des films. C'est-à-dire que vous savez que certains acteurs, ils demandent des doublures fesses, des doublures seins, etc. Et Jack et Judy viennent tourner comme ça, ils font semblant de faire des trucs, et ils se découvrent, rencontrent très platoniques sur des scènes... très chaude, et c'est très drôle parce que les deux sont très timides et tout, surtout Jack, alors qu'ils font des trucs, voilà,
mais dans leur privé, dans leur vie privée, eux, c'est pas facile. Donc ils vont se rencontrer, ils vont se découvrir comme ça, et c'est trop marrant parce que vous avez un énorme décalage qui se forme ici. Mais ça reste très secondaire et au final un petit peu éloigné des autres histoires, même si à la fin, parce qu'à la fin, donc il y a deux trucs qui réunissent tout le monde, si vous voulez, c'est le spectacle de fin d'année de Noël des jeunes et aussi une scène à l'aéroport. Voilà. Donc tout ça pour dire, et je referme donc du coup cette liste d'histoires, tout ça pour dire que chaque petite scénette a son petit feeling, peut-être qu'ils sont un peu moins intéressantes que d'autres, mais globalement quand même on peut y trouver à boire et à manger dans chacune d'entre elles, et surtout, plus on revoit le film, plus il y a quelque chose, j'ai l'impression que ces personnages font partie de mon entourage depuis que j'ai découvert le métrage. J'ai dû le découvrir il y a une quinzaine d'années, peut-être 6-7 fois que je vois ce film, grosso modo je le vois tous les 2 ans, en période de Noël, ça varie. Et là, j'ai pris un énorme plaisir à le revoir, et franchement, je vous le conseille, même si vous n'aimez pas les comédies romantiques, c'est pas trop votre truc. Ici, c'est un film humain, à dimension sociale très large, et surtout qui parle de l'amour, de toute forme d'amour. L'amour, en fait, quoi. Love, actually. Et je pense que chacun et chacune peut s'y retrouver dedans, quelle que soit l'histoire. Il y a toujours une partie de nous qui va s'immiscer dans l'une d'entre elles. Et c'est ça la force de ce film. C'est qu'il est universel, et qui peut, à mon avis, marquer tout le monde, tout simplement. Il peut aussi en énerver certains. D'ailleurs, il n'a pas des grandes notes, hein, il a un 6 moyenne seulement sur Sens Critique, ça me paraît très peu. Peut-être le côté trognier des choses, je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve ça brillamment écrit, réalisé correctement en soi, voilà, et puis surtout bien interprété. Voilà, on ne s'ennuie pas, et quel grand moment. A noter, je finirai là-dessus, avant de donner ma note, hein. Tiens, je vais donner ma note maintenant, voilà, 9 sur 10, gros coup de cœur, tout ça, évidemment. Et donc, pour conclure, il y a eu une suite 14 ans après, pour le Red Nose Day au Royaume-Uni, où la plupart des acteurs, pas tous, ont repris leur rôle pour un petit court-métrage de 15 minutes, qui s'appelle Red Nose Day Actually. C'est dispensable, mais rien que pour le plaisir de les retrouver, ça fait plaisir de le voir. Ce court-métrage va être disponible sur Dailymotion. Si vous tapez Red Nose Day, Actually, normalement, vous le trouverez facilement. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal, parce que j'ai fait une vidéo plus longue, du coup, c'est un petit peu mon cadeau de Noël. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances. Ciao!